Salut, salut. Alors on se retrouve pour cette deuxième partie concernant les transformations. Aujourd'hui on va s'intéresser aux matrices de transformation. Alors comme à mon habitude, je vais faire un petit rappel sur les différentes transformations que l'on a pu aborder lors de la dernière vidéo. Alors on avait le scaling qui permettait de redimensionner un objet sur un axe, sur l'autre, etc., indépendamment l'un de l'autre, la translation qui permet de déplacer l'objet, la rotation qui permet de faire tourner l'objet autour du centre du repère, et le shearing qu'on a vu brièvement qui applique un coefficient additionnel en fonction de la deuxième coordonnée. Donc, toutes ces transformations-là, on a pu le voir, c'était, on prenait les coordonnées originelles et on leur appliquait une opération mathématique qui nous donnait les nouvelles coordonnées. C'était très bien, mais c'était un peu compliqué, hein. Donc, l'intérêt des matrices, que l'on va voir aujourd'hui, donc faut pas trop se formaliser sur le terme matrice. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Les matrices, finalement, c'est une simplification de ce problème-là. Elles vont nous permettre de faire des opérations plus simplement, plus efficacement, et de façon assez compacte. Donc le premier élément, donc une matrice, je vais montrer comment effectivement on représente une transformation par l'intermédiaire d'une matrice, mais une matrice, avant tout, c'est quand on applique une transformation par l'intermédiaire d'une matrice, on multiplie cette matrice-là avec un vecteur, un point, un set de coordonnées. Donc voilà, ça c'est l'objet matrice. D'accord. Là, on est en deux dimensions. Encore une fois, on reste en deux dimensions et puis on verra ça en trois dimensions. Ça s'étend en trois dimensions de façon assez naturelle. Mais voilà, on a notre petite matrice qui fait du coup deux lignes et deux colonnes. Et là, on a notre point en XY. Et là, imaginons que cette matrice-là représente une transformation, hein, c'est ce qu'on va voir par la suite. Eh bien, pour appliquer cette transformation à ce point XY, il suffit de multiplier cette matrice à ce point XY et par l'intermédiaire de ces transformations, par l'intermédiaire de cette multiplication, on va obtenir un nouveau point et ça va représenter, ce nouveau point va représenter notre point transformé. Donc allons voir comment on calcule cette multiplication, parce que finalement je marque cette équation-là, mais maintenant il faut savoir comment on multiplie une matrice avec un point. Donc ce point-là, juste petite introduction, c'est que donc là on a une matrice qui fait deux lignes, deux colonnes. Finalement ce point-là, on peut le voir comme étant une matrice qui fait deux lignes et une colonne, hein. D'accord. Ça va nous servir pour la suite, hein. Vous inquiétez pas si vous êtes un peu perdu pour l'instant, mais ça va nous servir pour la suite pour comprendre, pour généraliser tout ça. Bref. Comment on fait? Donc, la multiplication d'une matrice, dans notre cas de 2, donc deux lignes, deux colonnes, avec un vecteur, ou un point, ça nous donne un point. D'accord? Donc, ce qu'on veut chercher à calculer, finalement, sur ce point-là, c'est en premier lieu la première ligne et la première colonne. Alors, il n'y a qu'une seule colonne, hein, évidemment, parce que finalement, c'est une matrice à une colonne. Mais donc, la première ligne, la première coordonnée, x'. Donc, première ligne, première colonne. Eh bien, vous allez comprendre pour quelle raison j'ai disposé cette multiplication-là de cette façon-là. On va tout d'abord prendre la première ligne de notre matrice. D'accord? Donc, ici, on a un coefficient A et on a un coefficient B. Et on va prendre la première colonne de notre vecteur. Alors, il a évidemment qu'une seule colonne, donc on prend cette colonne-là. Et ça nous forme deux groupes, d'accord? Donc le groupe AB et le groupe XY. Et ensuite, eh bien, dans chacun de ces deux groupes-là, on va multiplier les coefficients entre eux. Donc, premier élément du premier groupe A, multiplié par le premier élément du deuxième groupe X, et on répète l'opération, on additionne ça, et on fait le deuxième élément du premier groupe B,
multiplié par le deuxième élément du deuxième groupe qui est y. Donc ax plus by. Donc ça nous donne déjà la première ligne, donc le premier coefficient de notre vecteur d'arrivée, de notre point d'arrivée. Et ensuite, on répète l'opération. Du coup, on est passé à la deuxième ligne, on reste toujours sur la première colonne, donc on prend la deuxième ligne de notre matrice, et eh bien, on est toujours sur la première colonne de notre vecteur. Et à nouveau, premier élément multiplié par le premier élément, donc c fois x plus d fois y. Et ainsi, on se retrouve avec notre matrice qui... la multiplication de cette matrice-là par ce point-là nous donne finalement ce nouveau point, ax plus by pour x', et cx plus dy pour y'. Alors bon, c'était une longue explication pour introduire la multiplication matrice-vecteur, mais si on regarde un petit peu la forme de cette matrice-là, on peut reconnaître quand même que ça ressemble fortement à cette formule-là. Donc là, si je remets les mêmes couleurs par rapport aux différents éléments de ma matrice, bah, je me rends compte que, alors il faut faire attention au moins ici évidemment, mais je me rends compte que bah, finalement cette rotation, hein, ça pour rappel c'est la transformation qui représente une rotation, eh bien cette rotation-là, je peux la représenter comme la multiplication de cette matrice-là avec le point originel. Et ça, eh bien, finalement, ça représente une matrice de transformation, qui est une matrice de rotation autour de l'axe Z, que l'on ne voit pas là, hein, c'est l'axe qui vient vers nous, qui vient vers l'écran, hein, d'accord, c'est la rotation autour de ce point d'un angle θ. Donc si je multiplie cette matrice-là avec un point sur un point de ce mèche-là, eh ben, je vais me retrouver avec un point pour les coordonnées transformées. Donc ça c'est très pratique, hein. Donc regarde un petit peu, on revient à ce résumé des différentes transformations. Et on se rend compte que, bah bon, là on vient de le voir évidemment, hein, la rotation peut s'exprimer, au lieu d'avoir cette formule un peu lourde, on peut représenter la rotation finalement comme juste cette petite matrice-là, et on la multiplie par xy. Alors, ça paraît un peu bizarre de dire que c'est plus simple comme ça, mais vous allez voir pourquoi c'est plus simple. Et puis, bon, bah, et finalement, on peut généraliser ça sur chacune des transformations, hein, donc le shearing, le scaling, hein, à nouveau, le scaling facile à voir, hein, x et y, il n'y a pas de dépendance pour x' par exemple, il n'y a pas de dépendance en y, donc bah, Sx est 0, hein, donc, et pareil pour y, hein, il n'y a pas de dépendance en x, donc 0 et Sy. Et là, vous voyez un peu le formalisme. Mais... qu'est-ce qui se passe pour les translations? Parce que là, on se retrouve dans un cas où on fait x plus tx, mais il n'y a pas de dépendance ni en x ni en y, et y plus ty. Donc ça, c'est une valeur constante qu'on ajoute sur x, et une autre valeur constante qu'on ajoute sur y. Mais avec ce formalisme de matrice de ligne de colonne, on ne peut pas résoudre ce problème-là. Donc, rappel, on se retrouve avec cette formule-là pour une matrice de 2 multipliée par un vecteur de 2 dimensions. Maintenant, si on ajoute une dimension entre guillemets artificielle, hein, c'est ce qui s'appelle les coordonnées homogènes. Je ne vais pas rentrer dans le détail des coordonnées homogènes je ne vais pas rentrer dans le détail des coordonnées homogènes pour ce cours, mais finalement, ça revient à rajouter une troisième coordonnée dans le cas 2D, donc une quatrième coordonnée dans le cas de points qui contiennent 3 dimensions. Eh bien, en ajoutant cette troisième coordonnée, on se rend compte que effectivement, donc, au lieu d'avoir xy, on met xy et 1, d'accord? Et avec cette matrice-là, eh bien, on se retrouve avec cette formule-là. Et là, on se retrouve on se rend compte qu'on peut effectivement ajouter un coefficient x et un coefficient y sur les coordonnées x', y'. Donc il devient possible,
en ajoutant une dimension, en étendant un peu la taille de notre point et la taille de notre matrice, d'effectuer des translations. D'accord? Voilà. Donc si je reprends la formule précédente, x' égale x plus tx, et là, ma matrice est pareil pour y, y' égale y plus ty, et bien maintenant je suis en mesure de représenter ma translation par cette matrice-là. Alors là, vous verrez, hein, c'est une matrice identité, hein, finalement, c'est une matrice qui ne fait rien, où il n'y a que des 1 en diagonale et des 0 partout. Sauf que là, eh bien, sur la dernière colonne, on met tx et ty, et on se retrouve bien avec ces deux coefficients-là qui sont rajoutés sur les coordonnées x et y. Alors, encore une fois, hein, je présente ça dans le cas de la 2D, mais dans le cas de la 3D, eh bien, on se retrouve non plus avec une matrice de 3 dimensions, enfin une matrice 3-3, mais on se retrouve avec une matrice 4-4. C'est pour cette raison-là qu'on utilise des matrices 4-4 pour le graphique, afin de pouvoir effectuer des translations sur des points 3D. Donc il faut rajouter une dimension, que j'ai appelée ici W, et c'est ce que vous pourrez voir dans la littérature, ça s'appelle les coordonnées homogènes. Donc maintenant qu'on a tout ça, eh bien on est en mesure, en rajoutant une coordonnée supplémentaire, hein, une dimension supplémentaire, on est en mesure, en 2D, de représenter l'ensemble de ces transformations. Encore une fois, je le répète, je préfère insister là-dessus, mais en 3D, eh bien, évidemment, vous aviez des matrices 3-3, si vous avez choisi d'étendre le système que j'ai présenté précédemment, en 3 dimensions, vous auriez eu des matrices 3-3, et bien, avec la translation, finalement, vous rajoutez une dimension et vous vous retrouvez avec des matrices 4-4. Et bien, maintenant, le dernier coefficient, c'est un 1 pour le scaling, là, hein, en bas à droite. Le W ne change pas. Pareil, hein, vous remarquerez que c'est toujours 0, 0, 1 hein, sur la dernière ligne, mais cela nous permet d'avoir la translation qui est représentable dans ce système-là. Alors maintenant, j'ai parlé un petit peu de la façon dont on représente, dont on multiplie ces matrices, mais quel est réellement l'intérêt des transformations et l'intérêt des matrices pour les transformations? Bon, un des intérêts principaux, en dehors du fait que ce soit accéléré aussi par le GPU, accéléré en hardware, c'est aussi le fait de pouvoir combiner les transformations. D'accord? Donc, admettons qu'on veuille faire une translation sur XY, d'accord? Suivi d'une rotation. Une rotation de l'angle θ. Ok? Et maintenant, eh bien, voyons ce que ça donne, ça. Donc, on a un premier point, donc ça c'est le point qu'on va transformer. On lui applique cette translation. Donc on se retrouve avec des nouvelles coordonnées, x', y', w', hein, on a étendu d'une dimension. Et ce nouveau point x', y', w', eh bien on l'applique, on lui multiplie à nouveau une matrice qui représente notre rotation d'angle θ, pardon. Et on se retrouve avec un nouveau point. Okay, donc finalement, on peut combiner ces deux éléments-là. Donc on reprend cette partie-là, hein, et puis on la remplace par le point là. Ok. Donc voyons ça nous donne une formule un peu plus longue. Donc ce qu'on a fait jusqu'à présent, hein, dans le code précédent, c'est qu'on a appliqué déjà ces transformations-là, d'accord? Et puis ensuite, eh bien, on a appliqué la deuxième transformation. Donc ça, on a appliqué cette première transformation-là, on a obtenu un nouveau point, et on a appliqué une deuxième transformation. Mais ce qui est intéressant, c'est que le produit matriciel est associatif. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, cette association, là, ce qui est à l'intérieur des parenthèses, on aurait pu aussi faire le choix de dire, eh bien, finalement, on choisit d'effectuer l'opération matrice, la multiplication matrice-matrice, en premier lieu, et ensuite, on obtient une nouvelle matrice que l'on va multiplier par le point. D'accord? C'est ça l'associativité, c'est-à-dire pouvoir choisir les éléments
qui sont dans la multiplication et de les associer entre eux. Donc on fait le produit matrice-matrice, et donc ça nous donne une nouvelle matrice qui va synthétiser l'opération de translation, puis l'opération de rotation. Il faut lire de droite à gauche dans ce formalisme-là. Donc sur ce point-là, on effectue une translation, puis on effectue une rotation. Et la multiplication de ces deux matrices-là nous donne une nouvelle matrice qui représente la synthèse de ces deux opérations. D'accord ? Donc voyons comment ça se passe, parce que donc on vient de voir, mais vous allez voir, hein, c'est tout à fait analogue, on vient de voir comment on multiplie une matrice et un vecteur. Un vecteur, hein, c'est donc finalement une matrice avec qu'une seule colonne. Maintenant, voyons comment on fait le produit matrice-matrice. Et le produit matrice-matrice, hein, dans ce cas là où on a deux matrices de 2, va nous donner une nouvelle matrice. Donc à nouveau, hein, je répète la disposition. On va éclater notre multiplication de cette façon-là, afin de mieux voir comment on effectue cette opération-là. Donc, cette fois-ci, le coefficient A', il fait partie de la première ligne et de la première colonne. Donc, à nouveau, on prend la première ligne de notre matrice de gauche et la première colonne de notre matrice de droite. Et premier élément du premier groupe, on le multiplie au premier élément du deuxième groupe, et on additionne ça au produit du deuxième élément du premier groupe avec le deuxième élément du second groupe. Et on obtient le premier coefficient A' qui vaut A fois U plus B fois W. On répète l'opération pour la première ligne et la deuxième colonne, donc cette fois-ci la première ligne ne change pas, mais la deuxième colonne de la deuxième matrice, on la prend en compte, et ainsi on se retrouve avec ce produit-là, enfin ce produit plus ce deuxième produit. Donc A fois V plus B fois X. Et on répète l'opération pour C' et pour D'. D'accord ? Donc la ligne que l'on considère, on considère la ligne de la première matrice, et la colonne que l'on considère, on considère la colonne de deuxième matrice, matrice de droite. Donc par exemple, donc ça c'est intéressant, hein, ça nous permet de multiplier deux matrices, et comme je l'ai dit, la multiplication de deux matrices peut représenter la combinaison de deux transformations. Donc prenons cet exemple-là, on veut effectuer la rotation de cette maison-là, non pas autour du centre, du point d'origine de notre repère, mais autour du point rouge, là, ici. Hein. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a, c'est exactement même ce que l'on a effectué lors de la dernière vidéo, c'est effectuer cette combinaison de transformations qui nous permettent de faire tourner notre objet autour d'un point arbitraire. D'accord ? Donc on veut faire tourner notre maison autour du point rouge. Voilà. Donc, rotation d'un angle θ autour du point A de coordonnées XA, YA. Donc, premièrement, on se rapporte à un cas différent. On va déjà positionner notre maison et on va la bouger pour que le point A ici se retrouve au centre du repère. D'accord ? Donc on fait une première translation. Et la translation va prendre pour valeur en x moins xa et pour valeur en y moins yk. Donc à ce moment-là, on aura placé ce point A à l'origine de notre repère. Ensuite, on effectue notre rotation de l'angle θ, et là, on aura bien la maison qui va tourner autour du point rouge. Donc, première matrice de transformation, qui est une matrice de translation, auquel on multiplie à sa gauche une matrice de rotation. Donc voilà, c'est la formule de la matrice de rotation. Et une fois qu'on a effectué cette rotation-là, on replace le centre au point originel XA, YA. Donc on réapplique la translation inverse, et on rajoute XA, YA sur nos coordonnées.
Et ainsi, la combinaison de ces trois transformations-là, comme on l'a vu, peut se synthétiser en une seule matrice 3-3 par la multiplication de ces trois matrices entre elles. Donc petit rappel hein, pour finir, hein, donc on va les implémenter dans un instant, hein, mais on a vu ces quatre différentes transformations dans la précédente vidéo, que l'on est en mesure de représenter par des matrices de transformation, et par l'intermédiaire de l'ajout d'une dimension supplémentaire. Donc là on est évidemment en 2 dimensions, mais si on était en 4 dimensions, on aurait des matrices 4-4, mais là on est à des matrices 3-3 dans cet exemple-là. Eh bien on est capable d'effectuer l'ensemble de ces transformations-là, y compris la translation, qui est un peu particulière. Dernier petit point avant l'implémentation, parce que ça va être quelque chose d'important. Comment on représente ces matrices en mémoire? Alors, comme on l'avait vu lorsque l'on a cherché à écrire des images, on a une image qui a des pixels qui sont distribués dans l'espace, donc des pixels qui sont en 2 dimensions. L'image en elle-même, finalement, a deux dimensions spatiales, donc x, y, et une dimension colorimétrique qui représente du coup une couleur. Dans le cas de nos matrices, on se retrouve avec des coefficients qui sont distribués en 2 dimensions. Donc il y a 2 représentations possibles hein, qui coexistent en informatique, évidemment. Les row major et les color major. Donc vous verrez ces termes-là, ça qualifie la façon dont sont représentés les coefficients de cette matrice-là en mémoire. Notre mémoire est linéaire, et on a une information à 2 dimensions. Donc row major, c'est facile, hein, ça veut dire que la priorité est donnée, donc la succession des éléments est donnée row, ça veut dire ligne, d'accord? Donc on prend les lignes, donc A, B, C, on revient en arrière, D, E, F, et ensuite G, H, I, hein, pour cette matrice-là. Donc on prend les lignes, et puis on revient en arrière, on prend la ligne suivante, on revient en arrière, on prend la ligne suivante. C'était exactement la façon dont était représentée notre image. Donc en mémoire, on va se retrouver avec des adresses mémoire successives, A, B, C, D, E, F et G, H. Il manque le I ici, mais G, H, I. Donc avec cette représentation-là, si on veut accéder à la colonne R, à la ligne R, donc R pour RAW, parce que c'est ce qu'on va utiliser dans la suite. Donc pour la ligne R et la colonne C, eh bien on va faire R multiplié par le nombre de colonnes, hein, et on ajoute ensuite la colonne pour obtenir le bon élément. Donc ça vous rappelle très fortement la formule que l'on a utilisée pour représenter nos pixels en mémoire, parce que c'est la même, tout simplement. Ce qu'on va utiliser dans la suite du code, c'est le colon major pour les matrices, parce que c'est ce qui est utilisé dans la bibliothèque qu'on utilisera par la suite, qui est GLM. Et dans cette représentation-là, en revanche, on indexe les colonnes, et ensuite on passe à la colonne suivante, d'accord? Donc pour cette même matrice-là, en mémoire, de façon contiguë en mémoire, on va avoir A, D, G, puis B, E, H, et ensuite C, F, I. La logique est la même, hein, pour retrouver le coefficient de ligne R et de colonne C, eh bien, on applique cette formule-là, mais cette fois-ci, eh bien, on fait la R, donc la ligne R, plus C fois le nombre de lignes. NRAW, c'est le nombre de lignes. Donc je préférais quand même mettre un petite slide pour présenter cette nuance-là, parce que les 2 représentations coexistent. C'est documenté, hein, évidemment, mais c'est bien de le garder à l'esprit, parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations dans lesquelles eh bien, vous seriez surpris de découvrir des bugs qui sont juste liés au fait que vous ayez décrit votre matrice en mémoire de façon, ce qui s'appelle la transposer, de façon, du coup, vous avez décrit une ligne à la place de décrire une colonne. Donc à tout de suite pour le code.
Ok, donc on se retrouve devant le code qu'on avait laissé la dernière fois et on va ajouter déjà une matrice de 2 et puis ensuite on va s'occuper de l'étendre à une matrice 4-4 et évidemment un vec 4 pour pouvoir contenir nos points. Donc l'objectif là, ça va être de remplacer toutes ces fonctions-là là, par des multiplications matricielles. Donc on va commencer déjà par écrire notre code pour la matrice. Donc je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle matrix.hpp, pardon. On va tout mettre dans le hash pour l'instant. On commence par once. Et donc on va faire une struct qui s'appelle mat2 du coup pour l'instant. Et du coup tout va être public. Donc mat2, elle va prendre en constructeur. Du coup, on va être en colonne major. C'est comme on va ensuite remplacer ce code-là par une librairie qui s'appelle GLM et qui reprend les conventions d'OpenGL. Bien, on va respecter cette même convention qui est du coup la représentation colonne major. C'est-à-dire qu'on décrit en premier la première colonne et ensuite la seconde colonne, comme je l'ai montré dans les slides précédentes. Donc, on va prendre du coup 4 flottes. Donc, premier flotte, ça va être la ligne 0, colonne 0. Ensuite, ligne 1, colonne 0. Ensuite, ligne 0, colonne 1. Et ligne... Alors, je vais mettre à la ligne, ça sera plus lisible. Et ça permet de repérer si on a fait des erreurs. Donc, ensuite, ligne 1, colonne 1. Et on va avoir besoin pour cela aussi d'un array qui va contenir du coup les valeurs de notre matrice. Donc array, et on va faire un std array de float avec 4 éléments, donc 2 x 2. Voilà, et on va l'appeler v pour les valeurs de notre matrice. Ok, donc on va s'occuper de remplir cette matrice-là. Donc encore une fois, on est en colonne major, donc ligne 0, colonne 0. Elle va prendre la valeur R0, C0. Et donc, on se souvient de la façon dont on assigne les index pour cela. Donc ça fait ligne 0 plus la valeur de la colonne multipliée par le nombre de colonnes qu'il y a. Donc, pardon, le nombre de lignes qu'il y a. Donc 0 plus 0 fois 2. Donc, on recommence l'opération pour cet élément-là. Donc là, à ce moment-là, on va être en ligne 1, colonne 0. Et ensuite, eh bien, on répète l'opération pour les deux autres éléments sur la première colonne. Donc, cette fois-ci, la colonne qui change, et on change ce deuxième élément. Ok, donc là déjà on a fait en sorte que notre matrice, quand on construit notre matrice, on a bien mis les bons éléments aux bons endroits. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est la multiplication matrice vecteur. Donc pour cela, je vais rajouter déjà une classe, une structure vec2. Et cette structure va avoir un array de float et de 2 éléments. Et pareil, je vais l'appeler v. Et le constructeur, celui-ci, il va prendre x. On va mettre des valeurs par défaut. Et y. Et là, c'est tout simple. Hein. V de 0 égale x. V de 1 égale y. Ok. Et d'ailleurs, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi des valeurs par défaut. Je vais initialiser cette valeur quand on construit la matrice sans argument par ce qui s'appelle une matrice identité. C'est-à-dire que c'est une matrice qui comporte que des 1 sur sa diagonale et le reste des coefficients est à 0. Et quand elle est multipliée par un autre élément, eh bien, elle ne change pas cet autre élément. Vous pouvez vous en rendre compte si vous faites l'opération sur papier. Mais voilà, ça c'est ce qu'on appelle une matrice identité. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va avoir besoin d'un opérateur de multiplication que je me pas. Hop. Voilà.
Donc notre opérateur de multiplication, ça va être un opérateur de multiplication qui va prendre en argument, donc je vais déjà le définir, on va voir ce qui retourne, hein, qui va prendre en argument du coup une matrice, mat4, mat, et qui va prendre donc en deuxième argument, oh oui mais je suis pas en mat4, hein, c'est mat2 du coup, hein, encore mat4. En deuxième argument, il va prendre un vecteur du coup. Et cette opération-là, on l'a vu, eh bien ça nous retourne un vecteur. Voilà. Donc, je vais faire ça avec deux ret. Donc le premier coefficient, le coefficient x de ce vecteur-là, on va prendre là, du coup, donc c'est le premier élément, la première ligne finalement de cette matrice colonne, donc matrice qui fait qui fait une seule colonne et qui a deux lignes. Donc ça revient à une multiplication matrice, mais avec une matrice qui a une seule colonne à droite. Donc on se souvient de l'opération, hein, on prend la première ligne de la matrice et la première colonne. Donc pour l'instant, je les mets avec des virgules, et puis on va rajouter les offsets ensuite, hein. Mais ça permet de simplifier la lecture. Et ça, on multiplie, alors il faut que je fasse .v à chaque fois. Et ça, on va multiplier ça avec, du coup, le coefficient x de notre matrice, de notre vecteur à droite de l'opération. Et à cela, on ajoute, du coup, la ligne 0 de notre matrice et la colonne 1 et avec .v, cette fois-ci c'est multiplié par le coefficient y. Ok. On répète l'opération pour la coordonnée y, mais cette fois-ci on passe à la première ligne, enfin la ligne suivante de la matrice. Et maintenant il suffit juste de calculer les bons offsets, hein. Plus fois 2 plus fois 2. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, alors c'est red.v, hein. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il suffit de faire un return ret. Voilà. Donc là, normalement, on a bien calculé l'opération de multiplication entre une matrice de 2 et un vecteur avec deux coordonnées. Donc ce qu'on va faire de suite, c'est tester si cet opérateur-là fonctionne. Donc on va faire un cas un peu artificiel, hein. On va se retrouver on va se retrouver dans le main là ici, et puis on va remplacer une des valeurs. Là, il faut que je regarde celle qu'on a utilisée comme rotation. On peut prendre par exemple la rotation sur l'axe Y. D'accord. Donc je vais déjà lancer le programme, histoire d'être sûr que tout est bien géré. Donc Ninja et c'est OBJ, display OBJ, sets et monkey. Donc là c'est le programme sans plus de modifications. Donc là si je fais gauche et droite, c'était bien ça, c'est gauche et droite. Gauche et droite ça tourne ainsi, hein, ok. Donc on va essayer de s'assurer que le comportement est le même quand on va remplacer du coup ces opérations-là par des opérations de multiplication avec des matrices. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est inclure le fichier matrix.hpp ici. Et ensuite, on va s'occuper de remplacer rotate y dans le cœur de la fonction. Ça, c'est juste pour tester si notre implémentation fonctionne correctement. Donc, je vais garder par contre Angle Radiant, parce que je viens d'en avoir besoin. Je ne veux pas la deuxième fenêtre. Et là, on va créer une matrice de transformation. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement aller voir ça sur Wikipédia. Transformation. Rotation matrix. Et elles sont indiquées ici. Donc, on va prendre la rotation en R de Y, donc c'est celle-ci. Donc là, on se souvient, hein, on décrit la première colonne.
Alors, ça va être un peu bizarre parce que, cela dit, est-ce que je pourrais pas prendre Z directement? Ce serait peut-être plus judicieux. Est-ce que j'ai utilisé Z? Rotate X. Bon, on va prendre Z du coup. Hein. On va prendre Z, ce sera plus lisible. Z pour la touche gauche. On vérifie que ça fonctionne bien. Touche gauche, voilà. Ok. On changera par la suite. Donc je vais faire le changement sur cette opération-là. Donc, je garde ça de côté, je vais le mettre ici. Hop. Ok. Et là, eh bien, on va construire cette matrice-là, d'accord? Alors, évidemment, on va faire en sorte... Imaginer que notre coefficient x et y de notre vec 2 vont être finalement y et z. Hein. C'est juste pour tester si l'implémentation est correcte. Donc je vais faire un avec 2 qui va être mon point et qui va prendre du coup comme coordonnée pnt.y pardon, et pnt.z. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Non, c'est en Z, pardon. Oh là là, je me trompe. Donc c'est bien ça. Donc, X et Y. Donc ça ne change pas. OK. Et Z, la coordonnée Z ne va pas changer. Donc oubliez ce que je viens de dire. Donc je vais faire un deuxième return. Hein. Return avant. Donc P.X, P.Y et PNT.Z. Sauf que là, je ne les ai pas définis, ceux-là. Donc on va faire pour l'instant 0. V de 0. De 1, pardon. Ok. Voilà. Parfait. Ok, donc ensuite, il va falloir définir notre matrice de rotation. Donc mat rot, je vais l'appeler. Donc en première colonne, elle a cos θ et sin θ. Donc cos angle, sin angle. Et en deuxième colonne, elle a moins sin angle et cos angle. Ok, parfait. Et là, logiquement, si je fais P égale mat rot fois P, je devrais avoir la rotation qui s'applique bien sur mon point P. Donc on va vérifier ça. Ok, ça fonctionne correctement. Donc là, notre implémentation semble correcte. Hein. Il peut y avoir d'autres problèmes, mais a priori, ça fonctionne. Alors je vais juste changer ici, faire plutôt ça, xy. Et là, on va juste renommer ça comme ça. Ok. X prend la valeur de underscore x et y prend la valeur de underscore y. Ok, parfait. Et ici, eh bien, il faut juste que je change ça. X, y. Parfait. Et pareil ici, il va falloir changer ici, là. Et tout fonctionne correctement. Ah non, pardon. Il y a une erreur, il y a deux erreurs. November, V, donc c'est ici, bah oui. X, j'ai oublié de changer celui-ci. Y. Donc, il n'aurait plus avoir de problème. Voilà. Ça fonctionne. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça de près, on va faire une deuxième opération, qui est une opération multiplication matrice-matrice. Donc, cette fois-ci, on a vu l'opération de multiplication entre deux matrices nous retourne une matrice. Hein. Je n'ai pas décrit opérateur. J'ai pas décrit en détail le fait qu'il faut quand même respecter le nombre de lignes, nombre de colonnes, etc. suivant les matrices, mais là pour l'instant on s'intéresse à des matrices carrées, donc on prend deux matrices carrées, mat left et const mat 2 mat right. Alors généralement on appelle ça
RHS et LHS et RHS, mais bon, c'est pour left hand side et right hand side. Donc, je les appelle comme ça. Donc mat de ret, on va faire pareil. Et cette fois-ci, il va falloir calculer 4 coefficients, 4 éléments. Donc on y va, c'est un peu laborieux. Hein. Return ret, on va déjà commencer par ça. Donc, première ligne, première colonne. Donc on prend la matrice de gauche, alors ret.v, on prend la matrice de gauche, et on prend la première ligne, la ligne 0, à chaque fois je vais me tromper, hein, mais ligne 0, colonne 0, on prend la ligne 0, colonne 0, et ça, on multiplie à la matrice de droite, ligne 0, colonne 0. Ok. Et ça, on ajoute à cela, on prend à nouveau cette matrice de gauche, mais cette fois-ci, on passe à la première colonne, d'accord? Et on multiplie avec l'élément ici, mais cette fois-ci, on passe à la première ligne. Voilà. Donc on se souvient de la structure de multiplication matricielle. Je ne sais pas si elle est montrée ici, non? J'aurais dû garder une petite illustration, mais bon, souvenez-vous comme on avait disposé les matrices sur les slides pour montrer la multiplication matrice vecteur. Donc maintenant, on va passer à la... Donc on reste sur la ligne 0, mais colonne 1. Donc cette fois-ci, c'est la matrice de gauche sur laquelle il faut passer à la colonne... Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, c'est la matrice de droite sur laquelle il faut changer de colonne. Hein. Voilà. Et ensuite, on passe à la deuxième ligne. Donc deuxième ligne indexée par 1, hein, donc deuxième ligne. Et cette fois-ci, c'est la matrice on change le coefficient sur la matrice de gauche. Et normalement, ça devrait être bon. Je vérifie. Donc, ligne 0, on prend la ligne 0 sur la matrice de gauche. Ok. Ligne 0, on prend la ligne 0 sur la matrice de gauche. D'accord. Colonne 0, et donc à chaque fois, que ce que j'ai fait là. Hop là. Et à chaque fois, je passe, je prends la première colonne. D'accord. Colonne 0, eh bien, je prends la colonne 0 de la matrice de droite. C'est bien ça, et je change le premier index. Donc celle-ci, elle est correcte a priori. Ensuite, eh bien, ligne 0, 0, 1, et 0, 1. Et cette fois-ci, on prend la première colonne. D'accord? Donc là, on a bien la première colonne de la matrice de droite. Et là, c'est la même logique ici. Hein, ligne 1, donc ligne 1 pour la matrice de gauche, à chaque fois. 0, 0, 1, 1 pour la colonne. Et ensuite, matrice de droite, eh bien, on vérifie aussi. Donc, ligne 0, colonne 0, et ligne 1, colonne 0. C'est bien ça, puisqu'on est sur la colonne 0. Et cette fois-ci, pour la colonne 1, ligne 0, colonne 1, ligne 1, colonne 1. Parfait. Donc là, normalement, ça va être fonctionnel. Donc, il suffit juste de rajouter un .v, ici. Ok. Et ensuite, eh bien, faire en sorte que les index soient correctement calculés. Donc, plus 0 fois 2, 1, là, plus fois 2, et pareil ici, plus fois 2, plus fois 2, plus fois 2, et plus fois 2. Je vais agrandir cette fenêtre-là. Plus fois 2, plus fois 2, plus fois 2, et plus fois 2. Ok, donc là maintenant on va tester si cet opérateur fonctionne dans un cas. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va créer une deuxième matrice
Et l'objectif de cette matrice de rotation 2, mat rot 2, ça va être d'annuler la précédente. Donc, comment on va faire? On va faire ici, on va copier ça, on va faire hop, et je vais appeler inv. Et là, au lieu d'avoir au mieux d'avoir une rotation dans un angle radian, on va avoir une rotation dans un angle moins angle radian. Donc on est censé revenir à l'état dans lequel on était précédemment. Donc la deuxième matrice de rotation, c'est facile, hein, c'est inv cos angle, inv sin angle. On reprend exactement les mêmes coefficients ici, hein. Moins inv sin angle et inv cos angle. Et là, si cette matrice-là, je la multiplie ici. Alors, je vais pas faire comme ça, je vais déjà faire, pour m'assurer que ça se fait dans le bon ordre, je vais faire mat rot égale mat rot fois mat rot 2. Donc maintenant, cette matrice-là, elle devrait plus bouger notre point. Donc on va vérifier ça. Donc si je fais gauche, il n'y a rien qui bouge. C'est parfait. Ok, donc maintenant qu'on a fait tout ce truc-là un peu compliqué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ça par des boucles for, hein. Alors, première chose à remplacer par des boucles for, la multiplication ici, matrice vecteur. Donc ça va nous permettre de l'étendre sur des dimensions plus grandes, quand on va passer du coup à des matrices 4-4. Ok, donc sur cet élément-là, on fait un boucle for. Donc j'itère sur les lignes. Donc ρ égale 0, r inférieur à 2, r++. Et ensuite, j'itère sur les colonnes. C égale 0, c inférieur à 2, c++. Donc, première chose à faire, c'est initialiser le ret, le coefficient ret à 0 pour la ligne qui nous intéresse. Donc, le problème, c'est qu'il faut choisir entre x et y, donc il y a une technique pour sauter de l'un à l'autre. Parce qu'ils sont contigus en mémoire, ils ont été déclarés l'un à la suite de l'autre. Donc ret.x, on prend cette adresse-là et on choisit du coup un incrément en fonction de r. Donc ça, on initialise à 0, donc ça va prendre soit le coefficient x, soit le coefficient y. Et ensuite, ret.x de r plus égal à du coup la matrice .b du coup et r plus la colonne multipliée par 2. Donc ça nous donne bien l'index pour la ligne R et la colonne C. J'ai mis 2 multiplications là. Je vais mettre un plus ici, hein, évidemment. Et ça, c'est multiplié par du coup vec.x de C. Voilà. Donc là, logiquement, si je commande ça, je vais retirer pour l'instant cette opération-là. Ça devrait fonctionner. Donc on va vérifier ça de suite. On devrait pouvoir avoir une rotation toujours. Donc cette fois-ci, j'ai annulé la rotation inverse. Donc voilà, ça tourne bien. Ça fonctionne. Donc ça, on peut supprimer, hein. Et on va faire la même chose pour l'opération multiplication de matrice vecteur. Donc, on recommence. R égale 0, R inférieur à 2, R++, for int c égale 0, c inférieur à 2, c++. Et là, il va falloir déjà initialiser la matrice, donc ret.v, celle-ci là. Donc, on va calculer du coup alors attendez, je me suis trompé, c'est pas ici qu'il faut initialiser, c'est ici qu'il faut l'initialiser. Donc là, on va la calculer, on va initialiser la valeur pour la ligne R et la colonne C à 0. Déjà. Et ensuite, on va rajouter encore une boucle for.
Et cette boucle for va nous permettre d'alterner, soit dans le cas d'une matrice sur les colonnes, et dans le cas de la deuxième matrice sur les lignes. Donc, on fait ça, plus égal à, du coup, cette matrice-là. Enfin, pour l'instant, je garde juste les index à 0, multiplié par ça. Donc, ce qui ne change pas sur la matrice de gauche, bah, c'est la ligne. Ce qui ne change pas sur la matrice de droite, c'est la colonne. Par contre, ce qui change sur la matrice de gauche, eh ben, c'est la colonne. Et ce qui change sur la matrice de droite, c'est la ligne. Donc là, logiquement, on a bien une multiplication matrice-matrice avec des boucles for, ce qui va nous simplifier la tâche pour étendre ça à une dimension plus grande. Donc on va restaurer cette multiplication matrice-matrice et on va vérifier qu'on a toujours le même comportement, c'est-à-dire, dans ce cas-là, la rotation ne s'applique pas puisqu'elle est annulée par une rotation d'angle opposé. Effectivement, j'appuie sur gauche, ça ne bouge pas. Donc là, on est content, on a déjà une grosse partie du travail qui est faite, puisque là, donc maintenant je peux supprimer ça, puisque là, pour passer à une dimension supérieure, il nous suffit de changer ici les deux quand j'ai mis des 2. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Hein. Donc, je vais faire, j'ai copié ce code-là. Bon, non, j'ai changé directement les coefficients. Ok, math 1 avec 4. Donc là, lui, il va prendre du coup un Z et un W. Par contre, que lui, je vais initialiser à 1. Voilà. Pour les coordonnées homogènes. Z et W. Donc il faut que je les rajoute là, ici à la fin. Y, Z, W. Donc on a bien donc 4 éléments, X, Y, Z et W, on les a tous initialisés, pas de souci. Donc ensuite, pour la matrice, donc là ça va être un peu plus verbeux. Hein. Cette fois-ci on se retrouve avec du coup 4 lignes, 4 colonnes. Donc plot R2, C0 égale 0, plot R3, C0 égale 0. Ensuite, plot. J'arrive pas à taper aujourd'hui. Hein. R2, C1 égale 0. Plot R3, C1 égale 0. Donc, je ne vais pas m'embêter, hein, je vais copier ça. Ok. Voilà. Donc là, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Et 2, 3. Donc là, il faut bien faire attention pour l'initialisation. Garder que des coefficients 1 sur la diagonale, histoire d'avoir une matrice d'identité. Ok. Et là, le dernier coefficient, il est là. Ok. Il ne faut pas que j'oublie la petite virgule derrière. Donc ensuite, petite subtilité, cette fois-ci, donc c'est pas 2 fois 2 coefficients, c'est 4 fois 4. 4 fois 4, donc 16 coefficients. Eh bien, pareil, il faut changer ici le stride entre les éléments. Donc, ok, on va faire ça. 3, 2, 3. 2, 3. C'est un peu laborieux, hein, mais on va y arriver. Parfait. Et là, deuxième colonne. Enfin, colonne indexée par indice 2. Parfait. Donc là, logiquement, je vérifie vite fait. Ça m'a l'air correct. Ok. Je vérifie là les coefficients. Ça a l'air correct. Donc, bon, j'espère que je ne suis pas trompé. Et ensuite, eh bien, il va falloir changer ces opérateurs-là. Donc, cette fois-ci, l'opération de multiplication entre une matrice 4, 4 et un vecteur de 4 coordonnées nous retourne un vecteur 4.
Donc, il faut bien penser à changer ça. Ici, là, monter jusqu'à 4 pour la ligne et la colonne. Enfin, jusqu'à 3 du coup. Et ici, pareil. Ok. Parfait. Ah, j'ai oublié de les changer ici. Et ici, il ne faut pas oublier de changer les deux. Toc. Et 2. Ouais, c'est un 4. Donc là, normalement, que je vérifie, hein, c'est possible que je me sois trompé, mais ça devrait être bon. Ok. Donc, une fois qu'on a tout ça, eh bien, on va tester, cette fois-ci, avec une matrice plus grande. Alors, on va remplacer ça ici. Alors, ouais, je garde tout ça. Hein. pnt.z. Donc là, ma matrice de rotation est bien définie. Non, il me manque du coup plusieurs coefficients. Hein. 0 et 0. Donc je reprends juste pour montrer visuellement. Donc c'était cette matrice-là. Donc là, c'est des matrices 3-3. Hein, évidemment, nous, on a des matrices 4-4. Donc il faut étendre d'une ligne et d'une colonne. 0, 0. Ensuite, la colonne, cette colonne-là, donc c'est 0, 0, 0, 0, 1, 0. Et la dernière colonne, on garde un petit coefficient 1 en bas à gauche. Donc là, bon, logiquement, je vais juste copier ça ici, là, hop, et cette fois-ci, ça va être inv. Inv. Et quand on va retourner notre résultat, eh bien, on va cette fois-ci pas en retourner pnt.z, mais p.z. Et logiquement, ça ne devrait pas impacter p.z. D'accord? Donc j'annule cette multiplication qui annule notre rotation. Et là, on devrait bien avoir notre objet qui tourne autour de l'axe Z. Voilà. Donc ça se passe bien. On vérifie la multiplication matrice-matrice. Donc là, ça aurait pu bouger. Ça ne bouge plus, c'est parfait. Donc maintenant qu'on a réglé tout ça, eh bien, on va faire en sorte d'utiliser ces éléments-là en lieu et place de PNT 3D. Donc, PNT 3D, je vais garder ça de côté. Voilà. PNT 3D, je vais faire un refactor. Et je vais l'appeler vec. Je veux pas le refactor. Rename. F2. Vec 4. Donc c'est F2 pour changer le nom. Et là, il va remplacer les occurrences de PNT 3D par vec 4. J'applique là les changements. Et je peux supprimer cette structure-là maintenant. Logiquement, ça serait toujours compilé. J'espère en tout cas. Alors non, ça compile pas. Donc on va regarder pourquoi. Bah oui, parce que il y a des include qui manquent. Donc include matrix.hpp. Si je l'ajoute ici, j'ai d'ailleurs probablement pas besoin, il doit être importé ailleurs. Il doit être importé par lui, donc il n'y a pas besoin de l'avoir ici. Ok. Ok, donc il en reste un qui n'a pas été remplacé, objloader.cpp. Ah non, c'est l'initialisation qui ne marche pas. Donc on va changer ça. Hein. Il est où? PNT 3D, donc c'est vec 4. Mais il n'y a pas besoin de l'initialiser. Parfait. Alors, on va s'assurer que ça fonctionne toujours. Hein. Oui, ça va, il load bien notre mesh. Ça fonctionne. Très bien. Et donc, maintenant qu'on a remplacé tous ces PNT 3D par un VEC4,
Eh bien, on n'a plus forcément besoin de toutes ces fonctions-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte d'avoir... alors, on va faire ça progressivement. Donc, dans matrix.hpp, je vais définir des constructeurs qui vont me retourner finalement directement les matrices de transformation qui m'intéressent. Donc, bien, on va commencer par la rotation. Donc, je vais faire ça. Donc, ça va être une fonction statique. Donc ça, finalement, c'est des constructeurs un peu... ouais, c'est des constructeurs finalement, parce qu'ils vont nous retourner une matrice. Donc, premier opérateur qu'on peut rajouter, hein, c'est du coup le X rotate. Et ça nous retourne une matrice 4-4. Très bien. Donc là, on va reprendre ça. Lui, il est défini dans CMAT. Parfait. Et ensuite, eh bien, on va faire... on va les retourner mat4. Donc, je vais reprendre, pour définir toutes ces transformations-là, je vais reprendre... mettre ça en plein écran. Voilà. On va prendre cette page-là, hein, c'est très bien. Donc la rotation X, première colonne, 1, 0, 0, dernière ligne qui n'est pas indiquée ici, hein, on rajoute des 0 et 1 sur la dernière colonne. Ensuite, 0, cos θ, ah c'est cos angle, sin angle, et 0. Et ensuite, 0, moins sin angle, cos angle, et 0. Et dernière colonne, 0, 0, je vais mettre des points F, 0, 0 et 1 point F. Très bien. Donc la rotation en X est définie. On peut faire la même chose pour la rotation en Y. Donc ceci, c'est un peu les plus casse-pieds à écrire. Donc rotation en Y, j'ai tout effacé pour éviter de me planter. Cos θ, cos angle, 0, moins sin angle. Et ne pas oublier le dernier petit coefficient. Ensuite, 0, 1, 0. Et dernière ligne 0. Sin angle 0. Cos angle 0. 0, 0, 0, 1. Normalement, c'est tout bon. OK. Et enfin, la rotation en Z. Très bien. Pareil, j'efface tout. Rotation en Z, donc cos angle, sin angle, 0, 0. Ensuite, moins sin angle, cos angle, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 0, 0. J'ai oublié un coefficient sur la ligne d'avant. 0. Ici. Parfait. Donc là, j'ai toutes mes rotations qui sont définies, logiquement. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Logiquement, ces rotations-là, ce que je vais faire, c'est que je vais les commenter. Comme ça va invalider déjà tous les endroits où elles sont utilisées. Et ici, eh bien, on va essayer... alors, je vais faire ici edge.first.
Donc edge, c'est 2 lignes. Donc normalement, si je fais edge.first égale mat4 xrotate, et là, l'angle, c'est -1 fois edge.first. Normalement, c'est bien un vec 4. Hein. Il est où? Il est où mon edge? C'est ça, c'est bien avec 4. Donc là, logiquement, ça aurait fonctionné. Et on fait la même chose sur le second. Oups, je me suis planté. CTRL-C, CTRL-V. Second. Ok. Parfait. Et là, on applique la même chose, mais cette fois-ci avec une rotation d'angle 1 degré. Pareil pour les rotations en Y. J'ai mis quoi? J'ai mis -1. Donc, Y rotate, et c'est -1 degré. Et cette fois-ci, comme on avait mis Z juste pour l'exemple, on va restaurer la rotation en Y. Et rotation de 1 degré. On va voir ce que ça donne. Ok. Ça fonctionne. Ok, donc toutes nos rotations semblent fonctionner correctement. Donc il nous reste encore, et ça va beaucoup simplifier le code, les translations et les scales. D'accord? Donc les translations, ça va être plus simple. Du coup, la translation. Donc static mat4 x translate plot x. Et là, on va faire juste un return mat4. Donc cette fois-ci, on se souvient, donc tout le reste. Alors non, on commence par 1, c'est une matrice identité. Je vais mettre que des 0, et je vais rajouter les 1 ensuite. Ok. Mettre des 1 sur la diagonale. Hein. Parfait. Et cette fois-ci, on va mettre ici, pour le premier coefficient, x. Voilà. On répète l'opération pour y et z. Hein. Donc, y. Cette fois-ci, celui-ci passe à 0. Celui-ci passe à y. Et z. Et là, on passe à z ici. Donc là, normalement, nos translations sont bien définies. Il nous reste encore le scale, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça? C'est ça, il nous reste le scale. Donc, je vais faire une fonction qui s'appelle... Est-ce qu'elles sont... Je sais pas, c'est un scale en... C'est un uniform scale. Donc je vais faire... On s'appelle... Tic... Vec... mat4 en scale. Donc, la première, elle va prendre 3 coefficients. Donc x scale, y scale, z scale. On peut y arriver, hein. Y scale, z scale. Ok. Donc, on va reprendre juste ça et remplacer ça par une matrice identité. Pardon, ici c'est un 0. Et là, donc, sur ce coefficient-là, x scale, y scale, z scale. Ok, parfait. Et une autre fonction qui s'appelle uscale et qui va prendre un seul coefficient. Uscale, je vais l'appeler. Qui va prendre un seul coefficient et qui va appliquer ce même coefficient sur chacun des éléments. Donc return scale, uscale, uscale et uscale. Voilà, on y est.
Donc maintenant le jeu, ça va être d'utiliser que des matrices pour faire toutes ces transformations-là. Donc on retourne à main, et là, on va faire pas mal de changements. Le premier changement qu'on va faire, c'est que on va changer la façon dont on calcule les coordonnées ici. Hein. Donc on va s'occuper déjà de calculer une matrice, ça s'appelle une matrice de projection. Projection. Et cette matrice de projection, elle va contenir finalement deux matrices dans notre cas. Donc ça va être mesh vers NDC et NDC vers image. Donc on va déjà calculer mesh vers NDC. Donc mat4, donc je l'ai calculé avant. Hein. For to NDC, j'ai appelé. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire donc dans toNDC, on applique déjà sur nos coordonnées une translation, puis un scale. Une translation en x, y. Donc, on se souvient, hein, on lit de droite à gauche hein, les multiplications, parce qu'on va appliquer cette transformation sur le point qui sera tout à droite. Donc, déjà la translation, donc deux translations à effectuer, mat4 x translate. Donc, alors je vais reprendre toutes ces coordonnées-là. Voilà, on va les mettre ici. Et du coup, la translation à effectuer, c'est x center box, moins x center box, pardon. Et ensuite, on applique une deuxième... Enfin, ensuite. Donc, si c'est ensuite, jamais avant. Bon, de toute façon, là, l'ordre n'a pas d'importance, donc je vais mettre x puis y. Hein. Y translate moins y center box. Et une fois qu'on a fait ces deux translations, on veut appliquer un scaling de facteur scaling NDC. Donc il faut le mettre ici, avant, enfin, c'est la matrice la plus à gauche, du coup, dans notre opération. C'est un useScale, logiquement, que je vérifie. Mat4. Oui, c'est un useScale. Et là, c'est scaling NDC. Donc déjà, bon, pour l'instant, on va regarder ça de côté. Hein. On a cette matrice toNDC. Et on va vérifier si elle fonctionne correctement. Donc, on retire tout ça. On retire tout ça. Et maintenant, on va faire const vec 4 s0 ndc égale à to ndc, ndc, to ndc multiplié par s0. On fait la même chose pour s1. Et on vérifie ce que ça donne. Ok, donc là, ça fonctionne correctement. Donc je peux supprimer toute cette partie du code. Deuxième transformation qu'on avait faite, c'est la NDC vers l'image. Donc, on reprend la même logique. Hein. Donc je vais garder mes coefficients ici. Ok. Et cette fois-ci, je vais faire une matrice qui s'appelle toImage. Et là, eh bien, on applique déjà un scale, puis une translation en XY. Donc, mat4 useScale. Là, le scale, il est deux facteurs scaling image. Et ensuite, c'est ces deux opérations-là. Donc, je vais juste, pour m'éviter d'avoir à taper, faire ça. Donc ça, c'est la transformation s'applique après le scaling. Donc je mets à gauche. Et de la même façon, on va voir ce que ça donne si on commande tout ça et on fait const vec 4
S0 img égale S, du coup c'est to image, multiplié par S0 NDC. Et pareil pour S1. Voyons si on ne s'est pas trompé. Je recompile le code. Et on exécute. Ok, je me suis planté. Ça ne devrait pas être tout noir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est pas un moins, c'est un plus ici. Voilà. Voilà, ça fonctionne. Très bien. Me voilà rassuré. Ok, donc je supprime tout ça. Et là, ce qu'on peut faire, c'est que finalement, là, on a fait deux opérations. On peut directement faire la multiplication. On va remplacer du coup ce truc-là par ça. Et ça par ça. Et on peut encore plus simplifier les choses en disant, du coup, notre matrice de projection, on la précalcule, ça va être toImage fois toIndice. Et du coup, ça va être projection fois S0 et projection fois S1. Et là, ça fonctionne correctement. Donc on a beaucoup simplifié le calcul, finalement, on a beaucoup moins d'opérations à faire, parce qu'on a fait toutes ces transformations et on les a combinées dans une seule matrice de rotation, enfin qui combine toutes ces transformations, rotation, il n'y a pas de rotation là, mais de scaling et de translation. Et ensuite, on n'a plus qu'à appliquer cette unique matrice à chacun des points de notre mesh. Donc très bien, maintenant qu'on en est là, on va faire... alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, non, c'est parfait. Que je vérifie, c'est tout bon. Donc là, je peux même directement... J'aurais pu directement les multiplier, mais je vais garder ça ainsi. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais créer une matrice qui va finalement s'accumuler. Donc, au lieu de faire mes transformations là, avec ma projection ici, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste les lignes. Alors, comment je vais faire ça? Si je vais faire ça comme ça. On va faire le redraw à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Donc, que je réfléchisse. Je fais ça un peu en live. On va supprimer cette opération-là. Je vais la mettre ici. Voilà. Et finalement, ce que je vais m'occuper de faire, c'est effectuer ça. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Oui, d'accord. Ouais. Oui, oui, d'accord. Donc, alors attends, je reviens en arrière. Hein, mais oui, je vais garder déjà le trace lines and texture à cet endroit-là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà finalement garder les coordonnées originales du mesh, parce que cette transformation-là, on peut l'appliquer avant, la projection. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc commençons par ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder finalement, je vais faire mes paires, mais avec des coordonnées non transformées. D'accord. Donc là, on a la matrice de projection, et on va avoir une deuxième matrice qui va être une matrice qui s'appelle la matrice de modèle, qui va transformer notre modèle avant la projection sur le moniteur. Donc c'est une matrice identité, hein, donc quand on initialise, on se souvient qu'on a bien une matrice identité, il n'y a pas de souci. Et bien du coup, cette boucle-là, alors je vais changer un peu les choses, je vais faire en sorte de garder les lines ici, que je vérifie, sont définies là, donc je vais remettre ça au-dessus de ma boucle for ici, et je vais regarder ici. Donc pour l'instant, je vais commenter toute cette partie-là. Parfait. Et c'est ici qu'on va faire en sorte de changer les choses. Donc, je vais être line, ça je vais le renommer, je vais l'appeler line mesh. Ok. Alors ça, cette opération-là, elle est plus nécessaire du coup.
puisqu'on l'a fait à chaque refresh. Et ici, on va faire une deuxième qui va s'appeler line screen. Et du coup, elle va avoir comme taille lines mesh.size. Oui, après, le petit point virgule. D'accord. Donc line mesh, pour l'instant, donc tout ça, on ne fait pas de transformation, on garde juste les lignes avec les coordonnées de notre mesh. Et c'est à cet endroit-là qu'on va effectuer toutes les transformations. Donc ici, on redraw sur la texture. Donc dans la boucle, hein, je suis à ce point-là du code, hein, sur cette partie droite. Donc on redraw les line screens sur la texture. Et donc ces line screens, il va falloir les calculer. Donc pour size t, i égale 0, i inférieur à lines screen.size, i++. Et là, lines screen de i, .first, parce que c'est un pair, égale, donc projection fois lines mesh de i.first. Et on fait la même chose pour le second. Voilà. Très bien. Et là, normalement, on devrait avoir les choses qui fonctionnent correctement. Donc, je fais juste ça. On va vérifier si ça fonctionne correctement. J'en suis pas du tout sûr. Si, ça fonctionne. Très bien. Donc là, évidemment, hein, si j'appuie sur gauche, droite, et haut et bas, ça ne change rien, puisqu'on n'a pas encore appliqué notre modification sur la matrice modèle. Donc là, d'ailleurs, je vais l'ajouter ici. Hein. Donc ça va être projection fois modèle fois les lignes du mesh. Je n'ai pas les coordonnées du mesh. Et cette fameuse transformation-là, il va falloir la modifier à chaque fois qu'on appuie sur une des touches du clavier. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on reprend du coup left. On retire le commentaire ici. Et cette fois-ci, eh bien, alors que je vérifie que j'ai bien fait le clear ici, il n'y a pas de clear. Oui, non, c'est pas dans le bon ordre, hein. J'ai fait n'importe quoi. Le refresh, il vient après la boucle ici. Après le trace line en texture, et le clear, il vient avant. D'ailleurs, il peut venir directement comme ça. Voilà. Ça sera plus propre ici. Donc, pas besoin du clear dans le case ici. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que quand on appuie, on va faire pour la touche gauche, et puis on va répéter l'opération pour les autres touches. Mais quand on appuie sur la touche gauche, on veut venir modifier la matrice de modèle. Donc la matrice de modèle, on va lui rajouter une rotation. Donc on a mis quoi? On a mis Y-rotate, d'angle 1. Et ça, on vient la multiplier à la matrice modèle. Donc cette simple opération-là devrait normalement nous permettre de modifier la matrice modèle, et ensuite cette matrice modèle est multipliée par les deux éléments de notre ligne, sur chacune des lignes qui constituent notre mesh. Donc on va vérifier si ça fonctionne, ça. Je compile, j'appuie sur la touche gauche, et effectivement ça fonctionne correctement. Donc je répète l'opération pour les autres cas. Hein. Donc là je peux supprimer tout ce code-là. Hop. Right, donc ça va être modèle égale mat4 de y rotate. Voici en -1 fois modèle. On garde le break, hein, faut pas oublier le petit break. Ok. Down, ça va être cette fois-ci modèle égale mat4. On avait fait une rotation en X. Ok. Et up. Modèle mat4. X rotate.
de -1 fois modèle. Le break. Voilà. Et là, on se retrouve normalement avec quelque chose qui correspond en fonctionnalité, en termes de fonctionnalité, à ce qu'on avait précédemment, mais en utilisant exclusivement que des matrices. Voilà, donc je vais mettre à jour le repository, et il y a un lien évidemment dans la description si vous voulez voir le code. Alors là, juste pour petit rappel, hein, c'était pour l'exercice qu'on a implémenté toutes ces transformations-là, mais par la suite, on va utiliser une librairie qui s'appelle GLM, qui va nous permettre de faire ces opérations-là, entre autres, et qui va les faire de façon plus efficace en utilisant les instructions CPU optimisées pour la multiplication, parce qu'il existe des opérations qui permettent de la multiplication plus rapide de vecteurs. Mais bon, pour l'exercice, on a vu comment ça s'implémentait pour ces opérations de base. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser, comme d'habitude, dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine.